Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Al24 News. C'est un dimanche historique. En Turquie, le pays organise pour la première fois de son histoire un second tour des élections présidentielles. Un scrutin qui se joue entre deux hommes que pratiquement tout oppose. Deux courants politiques radicalement différents. Les Turcs choisiront-ils la continuité avec Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa propre succession et vainqueur d'une courte tête au premier tour sans avoir obtenu pour autant la majorité absolue, ou prendront-ils un virage à 180 degrés en optant pour le principal candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu? Nous le saurons dans les heures qui vont suivre la fermeture des bureaux de vote prévue à 17h heure locale et 14h en temps universel, soit dans un peu plus de 3 heures. En attendant, nous vous proposons 1h25 de direct en compagnie de nos invités et de nos envoyés spéciaux à Istanbul que nous allons retrouver dans un petit moment. En attendant, je vous présente nos invités. Sur le plateau, j'ai l'honneur d'accueillir Ilyas Goumiri. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert en finance et investissement. Oui. Nous aurons également avec nous Jean Marco, qui est professeur à Sciences Po et chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes. Il nous rejoindra également durant cette émission Gamal Labina, analyste spécialiste des questions internationales. Alors tout d'abord, Monsieur Ilyas Goumiri, l'enjeu est très important autour de ces élections. Vous avez souhaité, juste avant l'émission, de revenir justement sur l'engouement que suscitent ces élections en Turquie. Tout à fait. Il est certain qu'un peu partout dans le monde, des plateaux de ce type se tiennent. Et on pourrait être surpris pour se posant la question pourquoi un tel intérêt presque planétaire sur des élections d'un pays qui ne figure pas parmi les 5 plus grandes puissances du monde, mais qui est aujourd'hui au cœur d'un grand nombre, je dirais, soit de conflits, soit de tensions, et qui joue un rôle de plus en plus important. Et il est extrêmement important de comprendre non seulement les enjeux, mais aussi voir un petit peu la Turquie, ce qu'elle représente aujourd'hui. Oui. C'est un pays qu'on ne peut pas classer dans les grands groupes. Elle ne fait pas partie de l'Union européenne, elle ne fait pas partie... Mais elle est dans des organismes tels que l'OTAN ou le G20, dans lequel elle joue un rôle important. Alors aujourd'hui, cette situation est pratiquement insolite. C'est la première fois qu'il y a un deuxième tour dans les élections présidentielles en Turquie. Au début de... Oui. Donc, bravo pour la démocratie turque, qui est souvent portée en mal par les pays occidentaux. Oui. Et on va attendre, aujourd'hui, on aura les résultats tout à l'heure dans la journée. Nous aurons l'occasion de revenir sur chaque point avec vous tout au long de cette émission. Mais pour l'heure, je vous propose de rejoindre nos envoyés spéciaux à Istanbul. Tout d'abord, Kherdin Batash, bonjour. Kherdin, vous m'entendez? Oui, Kherdin Batash. Alors, vous avez déjà suivi le premier tour de ces élections à Istanbul. Vous vous y trouvez aujourd'hui. Qu'est-ce qui change dans ce deuxième tour? Abdelkader, pas grand-chose, disons-le. L'opération du scrutin se déroule dans des conditions normales. Elle a commencé ce matin à 8h. Donc, comme convenu, des centaines, voire des milliers d'inscrits, d'électeurs potentiels se sont rendus ici au niveau du centre d'Eskudar où je me trouve actuellement, où comme la semaine, ou plutôt comme lors du premier tour, le président et candidat Recep Tayyip Erdogan a voté ce matin vers les coups de midi, avant bien sûr d'aller dans un bain de foule organisé avec ses partisans. Il a passé environ une demi-heure ici à saluer les foules qui l'acclamaient. L'opération se déroule bien sûr dans ce bureau dans des conditions normales, des conditions idéales sous les yeux donc des observateurs et de la presse également internationale présente ici. Je rappelle qu'ici à Üsküdar, qui représente l'un des fiefs électoraux du candidat Recep Tayyip
Erdogan, eh bien, on a assisté à une petite surprise au premier tour, puisque Recep Tayyip Erdogan a perdu la bataille dans ce centre électoral, comme il l'avait perdu, bien sûr, à Istanbul, avec un écart de 160 000 voix environ par rapport à son opposant et son principal rival et chef de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Donc c'est une bataille un peu symbolique, une bataille dans la bataille électorale, si je puis dire, parce qu'Erdogan a bien récupéré, bien sûr, ce centre d'abord, mais aussi la ville d'Istanbul, ville justement dont il disait que celui qui la remporte les élections en Turquie. Alors cette opération, je vais vous la décrire encore une fois. Donc tout commence ici, les inscrits se présentent au bureau. D'abord, il faudra bien entendu confirmer l'identité, présenter une pièce d'identité, chercher le nom de l'inscrit sur la liste, vérifier le numéro d'inscription et signer, bien sûr, la feuille d'émargement. Il faudra ensuite prendre ce bulletin que vous voyez ici, donc 2 candidats plus que 2 prétendants à la fonction suprême en Turquie. À gauche, Recep Tayyip Erdogan, à droite, Kemal Kılıçdaroğlu. Ils étaient 3 lors du premier tour, sans oublier bien entendu l'élimination de Sinan Ogan qui a choisi de rallier le camp Erdogan. L'enveloppe, bien entendu, puis direction l'isoloir où, bien entendu, les électeurs font leur choix avant de revenir. Comme vous le voyez, la dame vient de déposer son bulletin de vote dans l'urne ici présente. Donc vous pouvez le constater par vous-même, la participation semble un peu inférieure à ce que l'on a pu voir au premier tour. Donc encore une fois, un autre électeur se présente, il dépose son bulletin de vote dans l'urne et donc tout cela sous les yeux des observateurs ici. Donc à ma gauche, l'opération se poursuit en toute démocratie, en toute transparence, sous les yeux de la presse internationale, ici présente également. Donc voilà Abdelkader, nous sommes environ à 5 heures de la fermeture des bureaux de vote et l'on s'attend à connaître l'identité du 13e président de la République turque vers les coups de 22 heures ou 23 heures. Tout dépendra donc de l'opération de dépouillement et du temps qu'elle prendra ici à Istanbul, mais aussi dans toute la Turquie. Abdelkader. Une opération que l'on vivra avec vous également, Kherdin Batash. Restez avec nous tout au long de cette émission. Nous allons prendre la température d'Istanbul, d'où l'on retrouve notre autre envoyé spécial, Sofiane Bahoudi, qui est dans la région de Beşiktaş pour être précis. Sofiane, bonjour. Alors Sofiane, quel constat faites-vous des opérations de vote qui se déroulent depuis ce matin dans cette région? Vous êtes près du fief de l'opposant, le principal rival de Recep Tayyip Erdogan, Kılıçdaroğlu. Alors nous nous trouvons actuellement au niveau du centre électoral Ziya Kavalev, dans le quartier de Beşiktaş, comme vous l'avez dit, un fief du candidat d'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Le constat, c'est qu'il y a vraiment une mobilisation importante des bases de l'opposition. Vu que le premier tour a vu à peu près 80% de votes en faveur de l'opposition. On peut dire que la mobilisation bat son plein. Le taux de participation ici, en tout cas, est très très élevé. On a observé aussi beaucoup de primo-votants, c'est-à-dire beaucoup de jeunes qui se sont présentés aux urnes. Il y a eu des appels à la mobilisation citoyenne en faveur de ce second tour, notamment invoquant la rhétorique du barrage républicain. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a aussi une forte mobilisation des observateurs qui suivent le scrutin d'une manière très draconienne. On peut dire aussi que le processus démocratique turc démontre à travers ce second tour qu'il est en bonne voie ou alors qu'il est sur la voie de la consécration. En ce centenaire de la République qui revêt une importance symbolique très particulière
pour les deux camps, pour le président sortant, mais également pour l'opposition, notamment l'opposition kémaliste. Et donc, le constat, c'est que vraiment, il s'agit d'un second tour déjà historique et d'une mobilisation citoyenne démocratique de très grande importance, Abdelkader. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Sofiane Barodi qui était en direct avec nous depuis la région de Beşiktaş près d'Istanbul. Nous vous retrouverons tout au long également de cette émission pour en savoir un peu plus sur le déroulement de ces opérations de vote. Retrouvons notre autre invité, Davut Pacha. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien et consultant spécialiste de la Turquie. Première question, pour qui voteront, selon vous, aujourd'hui, les plus de 64 millions d'électeurs turcs? Alors, on ne peut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais sauf circonstances exceptionnelles, logiquement, le président Recep Tayyip Erdoğan devrait être reconduit dans ses fonctions. Oui. Il y a plusieurs indices qui nous montrent cela. Le premier, c'est déjà qu'il a remporté les législatives. Il faut savoir que sur la grande chambre de l'Assemblée nationale, qui compte 600 députés, donc plus de 320 sont de sa majorité à lui. Donc que ce soit l'AK Parti, le MHP et le Refah Partisi, donc toute cette coalition, c'est plus de 320 députés à l'Assemblée. Voilà, les Turcs ils n'ont pas envie de se mettre dans une position où ils auraient un président d'une couleur politique et une assemblée nationale dans l'autre. Ça serait quelque chose d'assez inédit. Donc ils ont vraiment pas envie de ça. L'objectif, s'il y a une contestation d'une certaine partie de la population d'Erdoğan, c'est pour que le pays avance mieux économiquement. Donc pour vous, ce sera le choix de la continuité. Un président. Donc pour vous, les Turcs feront le choix de la continuité. C'est ce qui ressort majoritairement des enquêtes aussi. La plupart des instituts d'opinion indiquent une opinion favorable pour Erdoğan entre 52 et 54%. Alors moins officieux, il y a les sites de paris en ligne. Alors ça, c'est assez illégal, mais ça nous donne un indicateur sur les perceptions des habitants du pays. Majoritairement... c'est le président Erdoğan qui devrait l'emporter. Et pourtant, on l'a vu au premier tour, Recep Tayyip Erdoğan a su déjouer les pronostics. Monsieur Davut Pacha, parmi ces 64 millions d'électeurs, 2 millions ont déjà exprimé leur voix dans les bureaux de vote à l'étranger. Pour quel candidat voteront les expatriés? Alors, majoritairement, c'est quelque chose de très... Majoritairement, les expatriés, ils votent pour Erdoğan. Pour deux raisons principales. La première, c'est que déjà, avant, ils n'avaient pas le droit de s'exprimer dans les urnes avant Erdoğan. C'est Erdoğan lui-même qui leur a donné ce droit et leur première participation à des échéances turques remonte à 2014. Donc, Erdoğan a parié finalement sur cette communauté des Turcs de l'étranger. La deuxième raison, c'est que la plupart des Turcs qui ont quitté la Turquie dans les années 70 ou 80. Quand ils ont quitté la Turquie, c'était pour des raisons économiques. On était dans un pays qui allait mal. On était dans un pays où il y avait une dictature militaire dans les années 80. Ils ont quitté un pays où finalement il y avait du mal à manger, il n'y avait pas d'infrastructure. Pour aller à l'hôpital, il fallait attendre 2 jours des fois pour avoir une boîte de médicaments. Et donc ils ont quitté finalement la Turquie pour des meilleures conditions de vie. Et quand ils ont vu ce que Erdoğan a apporté au pays, quand ils sont retournés au pays, aujourd'hui on commence à voir les Turcs qui retournent habiter en Turquie parce que finalement c'est devenu un pays habitable. Erdoğan a beaucoup modernisé la Turquie dans ses infrastructures, dans son administration, et ce qui fait que les Turcs de l'étranger voient ça et ils le voient avec d'autant plus de recul que c'est ça, ils ont le recul en fait nécessaire qui leur permet d'apprécier en fait tous les progrès du pays. Davut Pacha, restez avec nous. Je vous propose de retrouver Gamal Abina à présent. Monsieur Abina, je vous propose la même question. Pour qui voteront les Turcs aujourd'hui et ceux qui ont choisi l'émigration? Simplement pour Erdogan, pour 2 raisons. La première, ils sont à peu près les Turcs de l'étranger, si on prend la France et l'Allemagne,
4 700 000 Turcs, 4 millions en Allemagne, 700 000 en France. Et effectivement, ça a été dit à l'instant, lorsque leurs parents quittent la Turquie, c'est pour des raisons économiques, parce que le pays va pas bien, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce que c'est un pays qui est en voie de développement, qui se voulait moderne, mais qui avait beaucoup de retard, qui a accusé énormément de retard. Et avec l'arrivée d'Erdogan en 2002-2003 surtout, où il a parié beaucoup sur l'économie, toute sa campagne, toute son infrastructure, toutes ces villes qu'il avait prises ont beaucoup misé sur le développement économique. Ça a apporté ses fruits, effectivement. Les infrastructures en Turquie, il suffit d'aller à Istanbul et pour correspondre, il y a un métro, ce qui est quand même pas anodin dans la région. Il y a effectivement une compagnie aérienne extrêmement performante, une des 3 meilleures au monde, Turkish Airways, qui dessert pas mal de pays, dont 40 pays africains. Il y a une sorte de retour de fierté des Turcs par rapport à leur tradition, leurs origines, leur religion. Toutes ces raisons-là font que les Turcs de l'étranger n'ont pas ressenti les problèmes économiques que les Turcs de l'intérieur ont ressenti assez difficilement, à savoir l'inflation ou l'hyperinflation. Donc l'inflation commence à baisser, c'est vrai, mais ces Turcs-là voient l'image de la Turquie à l'étranger comme étant une nation qui compte, une nation qui monte, une puissance régionale qui a été même capable de négocier avec la Russie pour obtenir, sur la crise du blé, un accord entre les Russes et les Ukrainiens, en passant par le Bosphore. Donc tout cela, c'est des choses positives de la part des Turcs de l'étranger qui bénéficient à plein de la réussite de la Turquie de ce point de vue-là. Après, la question des Turcs de l'intérieur est autre, mais c'est vrai que la question économique n'a pas impacté les Turcs de l'étranger qui, pour 80% d'entre eux, quasiment, l'autre pour Erdogan, c'est acquis. Ils le savent très bien, puisque Erdogan leur a donné un droit qu'ils n'avaient pas avant, et surtout, ils sont considérés comme une diaspora qui compte aujourd'hui en Turquie. Donc ces éléments-là vont dans le sens d'un appui massif à destination d'Erdogan, sachant déjà que dans le territoire turc qu'on voyait, on pensait qu'Erdogan perdrait, l'Occident a pris ses rêves pour des réalités. Il voyait 10 points de retard, finalement, c'est lui qui a remporté la mise au premier tour, même s'il n'a pas obtenu l'élection directement. Erdogan sera crédité de 52 à 54% des voix parce que simplement, il va bénéficier du report des voix du troisième larron qui était en course pour l'élection présidentielle, qui a ouvertement apporté son appui à Erdogan. Très bien, Monsieur Abina, merci pour ces précisions. Restez avec nous. Retour au plateau pour retrouver Elias Goumiris. Ça vous fait un peu sourire parce que je vois un petit peu, nous avons abordé pratiquement tous les aspects que vient de souligner Monsieur Abina juste avant l'émission, notamment l'aspect, disons, glorieux de la Turquie. Il y a une certaine fierté aujourd'hui qui est ressentie, et, particulièrement auprès des migrants. Tout à fait. Il faudrait rappeler un petit peu ce que vient de faire votre invité, de rappeler ce qu'était la Turquie. Les billets de l'époque dont il parle portaient un nombre de zéros incalculable. Oui. Donc on payait en milliards de lire et c'était vraiment un pays qui était considéré comme en voie de développement. On ne pouvait pas parler de la Turquie. Et cette idée, malheureusement, persiste dans l'esprit de certains dirigeants. On voit toujours la Turquie comme elle était dans ces années-là, mais entre-temps, la Turquie a fait un bond et un saut qualitatif impressionnant, avec des taux de croissance de presque 10%, qui fait un peu rêver les pays européens. Ils n'ont jamais pu atteindre ces niveaux-là. Oui. Donc Erdogan a à son actif une reprise d'abord de l'activité économique et politique. Également, la Turquie, comme j'ai dit tout à l'heure, ne fait pas partie des grands blocs. C'est un pays unique, non seulement sur sa configuration géographique. On ne sait pas si c'est un pays du Moyen-Orient, si c'est un pays européen. Oui, un petit peu à la frontière des deux. Il n'est pas arabe, mais musulman. Oui. Il est dorénavant partout. On le retrouve en Afrique. L'Empire ottoman ne s'est jamais intéressé à l'Afrique. Donc Erdogan, maintenant, il est pratiquement dans tous les grands conflits de cette planète, les principaux en tout cas autour de la Méditerranée et en Afrique, il est présent. Il est patriote. En fait, il défend les intérêts de la Turquie, ça, tout le monde est convaincu. Et je crois son dernier caractère, c'est qu'il est prêt à changer de position. Il avait des ennemis, on sait très bien que l'Égypte, l'Arabie saoudite ne faisait pas partie de ses favoris. Mais le réalisme qu'il a montré, il a compris qu'il fallait négocier avec tout le monde. Il fallait avec les Émirats, avec l'Iran, avec d'autres pays. Et justement, il est arrivé aujourd'hui à être, je dirais, presque incontournable. Et justement, la Turquie a multiplié ces dernières années ses partenaires étrangers et surtout ceux de la région. Permettez-moi de retourner à Istanbul tout de suite pour retrouver Sofiane Baroudi à nouveau. Sofiane Baroudi. Oui, Abdelkader. Sofiane Baroudi, je vous entends très bien.
Vous souhaitez réagir par rapport à cette fierté qui se ressent aujourd'hui en Turquie, par rapport à son passé glorieux? Écoutez, déjà dans la campagne électorale pour le second tour, le nationalisme et le patriotisme a été très important. C'est-à-dire que... Oui. Allez-y, on vous entend, Soufiane. Abdelkader, pour le second tour, l'enjeu autour de l'affirmation patriotique et nationaliste a été très important. On sait que le président sortant Recep Tayyip Erdogan a dans sa coalition un parti de droite dure qui l'a aidé à justement asseoir son pouvoir. Et le candidat d'opposition, lui aussi, a dû faire appel au nationalisme et au patriotisme en invoquant y compris une alliance avec des courants de droite dure et aussi en invoquant le référentiel historique de la République turque avec la dimension nationaliste qui est au cœur de ce référentiel. En fait, l'électorat turc est très attaché aux valeurs du nationalisme et on ressent cela en interviewant des gens et en parlant avec les gens. L'idée de retrouver la grandeur de la Turquie est partagée par absolument la plupart des courants politiques, on va dire, qui sont dominants sur l'échiquier politique en Turquie. Après, il s'agit de différentes nuances parce qu'il y a aussi ce qu'on a qualifié par exemple de dérive xénophobe du candidat Kemal Kılıçdaroğlu qui a y compris touché l'homogénéité de la table des 6 et de la coalition hétéroclite qu'il dirige, vu que certaines organisations et certaines expressions de gauche étaient, on va dire, outrées ou alors très gênées par les expressions de xénophobie, notamment vis-à-vis des demandeurs d'asile syriens en Turquie. Le candidat Kemal Kılıçdaroğlu avait parlé d'un chiffre complètement disproportionné et ça avait fait réagir à l'intérieur de la coalition et ça a menacé même la coalition d'explosion. Et donc le référentiel historique est très important, la symbolique aussi de la République parce que cette année c'est le centenaire de la République turque et les camps politiques de différentes obédiences sont attachés au principe de la République et sont attachés à cette célébration-là qui va avoir lieu après cette élection. Et donc c'est un enjeu symbolique aussi, on va dire, de première importance qu'on a retrouvé tout au long de nos interviews aussi. Hier, on a couvert un rassemblement où il y a eu des slogans de glorification de l'héritage kémaliste. Le rassemblement a été organisé par le CHP, mais il a été suivi par d'autres organisations. Et donc, je pense que cet aspect, à la fois l'aspect symbolique, historique, mais aussi la composante nationaliste et aussi la droite dure qui est devenue maintenant une force très importante dans le Parlement turc, ce qu'on a vu durant les élections législatives. L'aspect nationaliste, l'aspect patriotique est très important. Il y a aussi l'aspect, si vous voulez, de retrouver la place que mérite la Turquie sur l'échiquier international, ce qui a été partiellement retrouvé, comme ça a été dit par les invités, vu que Ankara joue actuellement un rôle prépondérant dans beaucoup de dossiers de première importance internationale. On citera la crise ukrainienne, mais pas seulement. La crise au Moyen-Orient, la Méditerranée orientale, l'Asie centrale, des régions de première importance, mais aussi l'Union européenne qui suit cette échéance électorale d'une manière, on va dire, très préoccupée et qui soutient un camp contre un autre parce que justement la Turquie retrouve son poids politique et qu'elle devient un élément important dans toutes les négociations à venir, à mon avis. Très bien, merci pour cette intervention, Soufiane Barodi. Oui, Ilyas Gomiri, vous souhaitez réagir par rapport à ça? Il y a une dimension qu'on n'a pas abordée, c'est l'islam. Oui. Bon, il faut se rappeler un peu d'histoire. Il faut se rappeler l'Empire ottoman, il faut se rappeler le kémalisme et le choc que le kémalisme a introduit dans ce pays qui a éliminé la langue arabe et qui a éliminé même les traditions, le port de certains habits traditionnels, etc. Tout en conservant la religion. La conservant dans la Constitution, oui, il n'y a pas eu d'interdiction, mais de toute façon, l'enjeu était de revenir à une laïcité la plus forte. C'est cela. Et ceci est un choc. Ça a été un choc vécu par cette population, qui aujourd'hui, il faut le dire, est à 15 ou 97% de sunnites musulmans, et qu'il représente et il incarne une espèce d'esprit de cette spiritualité dans sa manière de parler, de se tenir. Je parle d'Erdogan.
Bon, son concurrent est à Lévis, donc il est peut-être musulman, oui. donc il ne s'en cache pas. Oui. Et c'est le courant laïque. Vous savez, aujourd'hui, j'ai des amis turcs. Certains, je vais leur rendre visite et je vois le portrait d'Atatürk à l'entrée de leur maison. Donc, une espèce d'affirmation d'être dans un camp. Identitaire, oui. Voilà. Et d'autres, au contraire, sont vraiment des gens pieux. Et je pense que ce côté identitaire et retour aux origines, hein, de leur tradition, etc., est très important pour le peuple turc. Mais en ces temps d'islamophobie, justement, Ilyas Gomeri, cela peut-il porter préjudice à Recep Tayyip Erdogan d'afficher les couleurs de l'islam? C'est un homme très intelligent. D'un point de vue occidental, je parle bien sûr. C'est un homme très intelligent. Vous savez, la Turquie voulait rentrer déjà dans la CEE en 1965. Oui. Donc sa relation avec l'Union européenne, enfin, d'aujourd'hui, date de très très longtemps. Et je crois qu'il est convaincu qu'il n'a pas sa place dans l'Union européenne. Le processus d'intégration continue ouvertement, mais ce qui est certain, c'est que la cause principale, c'est que c'est un pays à majorité musulmane et que des chefs d'État comme Sarkozy, il avait annoncé, il avait même dit que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, fait partie de l'Asie, etc., ou l'Asie mineure, il avait précisé. Donc il est certain qu'Erdogan a compris que sa place n'était pas en Europe. Il est aujourd'hui dans une espèce d'expansion sur le plan politique et stratégique. Il a bien compris que, pour beaucoup de raisons, non seulement avec l'OTAN, puisque c'est une plaque tournante de l'OTAN et que les Américains ne renonceront jamais à la Turquie, parce qu'elle leur confère une position stratégique qui est incomparable. Et donc, il est dans une vision un peu nouvelle, une approche pragmatique, qui est de concilier, de se mettre pratiquement à tous les grands carrefours idéologiques, géostratégiques, militaires, puisqu'on vient de dire qu'il a réussi à interférer dans le transport des cargos de blé, etc., avec la Russie et l'Union européenne et les Américains. En tout cas, je trouve à la fois un bon stratège, un grand patriote, un musulman avéré, et il a redonné à la Turquie une grandeur que tout le monde reconnaît, qu'elle n'avait pas. Et enfin, il est dans un processus aujourd'hui, je dirais, il a 20 ans de pouvoir. 20 ans de pouvoir, ça use. Je pense que même s'il va sur ses prochains 25 ans, il a apporté, son héritage va perdurer. Très bien, nous allons retrouver de nouveau Daoud Pacha. Daoud, êtes-vous du même avis que Ilyas Gomeri par rapport à cette sécurité que confère aujourd'hui le Recep Tayyip Erdogan à la Turquie, aux Turcs, ce sentiment de fierté aussi? Alors, il y a un sentiment de fierté qui est partagé, mais ça, c'est surtout quand on est de l'extérieur qu'on voit ça. Le Turc du quotidien, celui qu'on rencontre dans la rue, celui qui va chercher son pain et qui ramène ses enfants à l'école, celui-là, ce qui l'intéresse, lui, c'est l'économie. Et effectivement, Erdogan a boosté l'économie de la Turquie. On l'a dit, en 20 ans, le PIB est passé de 234 à 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire multiplié par 5. C'est passé de 170 € à 450 €, c'est le salaire minimum. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, oui. Très bien. Donc, on a vraiment, ça a avancé dans l'économie à partir de 2019-2020, mais même ça a commencé en 2015-2016, quand la Turquie a commencé à contrecarrer un peu les plans américains en Syrie. On a vu des sanctions financières qui ont été menées contre la Turquie, ça n'a pas fonctionné. On a vu la tentative de coup d'État en 2016, ça n'a pas fonctionné. Donc, les grands, entre guillemets, les grands décideurs mondiaux se sont dit que finalement, la manière de faire plier le peuple turc, ça serait de mettre des sanctions financières à la Turquie pour finalement que le peuple lui-même soit dégoûté de Tayyip. Ça n'a pas fonctionné. Non seulement ça n'a pas fonctionné, mais ça a eu l'effet inverse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Turquie est en train de rentrer dans l'histoire. C'est la première fois, en tout cas dans l'histoire récente de l'économie, que plus une monnaie est attaquée,
plus le pouvoir baisse les taux d'intérêt, et plus on baisse les taux d'intérêt, plus l'inflation se résorbe. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Dans les dogmes économiques traditionnels, on a tendance à toujours augmenter l'inflation, à augmenter les taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Erdogan, ça n'a pas été du tout sa manière de faire. Et on est passé d'une inflation entre 100 et 150% à aujourd'hui 47%. Et à la fin de l'année, elle devrait descendre en dessous des 2 chiffres. Donc on a vraiment un combat économique qui a été fait de par l'extérieur, que l'administration Erdogan a très... Aujourd'hui, en fait, ce qui préoccupe les Turcs au quotidien, ben, c'est ça finalement. Très bien, c'est l'économie. très bien. Oui. Nous allons prendre l'avis, si vous permettez, de Gamal Abina là-dessus. Nous venons de le voir. Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu, ce sont 2 candidats que pratiquement tout oppose. Nous l'avons dit au début de cette émission. Notamment, il s'oppose également sur l'économie. Au premier tour, Erdogan a obtenu 49,52% des voix contre 44,88% pour son principal rival. Alors, le deuxième tour s'annonce tout aussi serré. Quels seront les facteurs déterminants selon vous, Monsieur Abina ? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, d'abord, c'est de rappeler effectivement ce qu'est le kémalisme, parce que moi, j'ai pas de sympathie pour ce courant de pensée. Il est quand même arrivé avec l'idée de se dire qu'il allait occidentaliser de force, comme en Iran d'ailleurs du temps du Shah, occidentaliser de force une société musulmane qui était ancrée depuis quasiment 1000 ans dans des traditions très solides, avec une véritable culture écrite en arabe. C'est vrai qu'il parle turc, mais c'était la transcription en arabe du turc, comme les Iraniens ont conservé cette écriture, et que du jour au lendemain, on est passé de l'arabe à l'alphabet latin. Donc vous imaginez la rupture violente sur un plan culturel, ce qui fait qu'il a vraiment paupérisé intellectuellement la Turquie. Ensuite, on se rend bien compte, par exemple, que les tombes turques étaient écrites en arabe, et les petits-enfants ne savaient pas où étaient leurs grands-parents. Ça vous donne un peu la violence qui a été faite, le haut de forme à la place du vêtement traditionnel. Cette négation est quasiment de la culture arabo-musulmane ou arabo-turque, en l'occurrence, ou ottomane. Donc tous ces éléments-là sont revendiqués par Kemal Kılıçdaroğlu, qui, lui, s'inscrit clairement dans le kémalisme pur et dur. Alors, il y a 2 dimensions dans le kémalisme. Il y a d'abord cette dimension culturelle, occidentaliste, parce qu'il a été élevé par Assouan, M. Mustafa Kemal, Atatürk, le père de tous les Turcs. Et l'autre dimension, c'est la dimension racialiste qui a donné quand même lieu à des massacres importants ou des déportations de population. C'était nombreux sur la Turquie, je ne parle pas des Arméniens. Il y a aussi les Arabes, les Hazaras, les Azéris, les Iraniens, beaucoup de populations qui constituaient cet empire ottoman, qui était un empire pluriel, est devenu une population quasiment presque ethniquement pure, puisque la pureté turque devait l'emporter. Donc ça, c'est l'approche des kémalistes qui ont voulu sauver un empire qui était descendant pour en faire un État séculier, c'est un État jacobin, cher à Mustafa Kemal. Monsieur Abina, oui. Monsieur Abina, malgré la progression de l'opposition et le recul du nombre de votes pour Erdogan comparativement à 2018, ce dernier a failli l'emporter dès le premier tour. Comment expliquer cette large base populaire dont il continue à bénéficier aujourd'hui? D'abord parce que M. Erdogan a créé une classe moyenne. Ça fait déjà une différence. Avant Erdogan, il n'y avait pas de classe moyenne. Il a massé la classe moyenne, il a touché les campagnes, il a eu un discours qui était inclusif, c'est-à-dire que la question raciste, on a évoqué les mouvements extrémistes de droite dure. On appelle ça l'extrême droite ici, il faut être très clair. Hein. Ouais. Quand des gens vous disent que vous n'êtes pas turc, que vous êtes racialement inférieur quasiment, vous nous posez problème, vous créez des problèmes dans la société de délinquance, de vol, de violence et autres, ça devient du racisme. Donc c'est racialement pur. Et ce nationalisme qui existe, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect des Turcs. Je rappelle qu'il y a 20 ans, les Turcs étaient Turcs par hasard. Aujourd'hui, ils sont Turcs par fierté. C'est plus du tout la même approche. C'est-à-dire que les retours de la fierté turque est au rendez-vous. Et donc la force d'Erdogan, c'est d'avoir transformé un pays qui était culturellement très fragile, qui avait quasiment honte de ce qu'il était, puisque c'était l'homme malade de l'Europe qui a survécu à la destruction totale. Il en a fait une grande puissance sur un plan régional et un pays reconnu internationalement à telle enseigne que tous les médias du monde regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Turquie, parce qu'on sait que la Turquie, qui demande à rentrer dans les BRICS, va être un acteur déterminant pour la crise ukrainienne, moyen-orientale, bref, et africaine. Donc tout ça pour dire que les Turcs ont perçu cette grandeur à l'extérieur. Depuis 2016, on a attaqué la monnaie turque au moment où on a essayé d'assassiner Erdogan, le 15 juillet 2016. Les États-Unis, ça fait les États-Unis, ont attaqué la monnaie turque, l'ont dévalorisée. Mais c'est pas l'inflation qu'on observait avant. Et surtout, Erdogan résiste, quoi qu'il en coûte. Et les Turcs, même ceux qui ne l'aiment pas, se disent quand même cet homme nous a redonné une certaine fierté, donne une dimension à la Turquie qui n'existait pas, et fait en sorte que l'économie continue à se redresser. On voit les réussites, par exemple, comme les fameux drones, qui donnent le sentiment que les Turcs ont une expertise dans le domaine militaire et technologique. On voit aussi, évidemment, le lancement de cette fameuse voiture haute technologie hybride ou
ou électrique qui a été lancé en grande pompe par les Turcs, 100% turcs. Tout ça, c'est des éléments qui donnent le sentiment aux Turcs que la Turquie est de retour, est puissante. Il a créé un métro à Istanbul qui n'existait pas avant. Il y a tout un tas d'infrastructures qui font que les Turcs se reconnaissent en Erdogan, non pas seulement comme le nationaliste turc, mais l'islamo-nationaliste. Il y a du nationalisme et de la fierté, et il y a de l'islam qui est apaisé parce que les Turcs n'ont pas été impactés par les courants extérieurs à la Turquie, wahhabisme et autres. Très bien, nous reviendrons à vous, Monsieur Abina, dans un petit instant. Lies Goumiri, économiquement, la Turquie, donc on l'a compris, ce n'est pas un paradis ni un enfer non plus. Le pays est confronté aujourd'hui se reconstruit après le séisme dévastateur que le pays a connu, donc et subit une forte inflation, on l'a vu. Que faut-il faire pour le prochain président pour redresser la barre? Je pense que Erdogan a choisi volontairement et aussi de favoriser l'investissement. Très bien. Et donc, pour ce faire, donc, il s'est engagé à garder des taux bas. Et bien sûr, on ne peut pas ainsi juguler l'inflation. Donc, il a dû déjà relever, je crois, plusieurs fois en une année le SMIC pour pouvoir protéger le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat des familles les plus vulnérables. De ce côté-là, il est certain que le contre-coup de sa politique, elle est là. Il va falloir l'affronter. Mais s'il réussit sa politique d'investissement, si réellement... Vous savez qu'il va jusqu'à offrir la nationalité turque à des investisseurs. Je pense que ça n'existe pas ailleurs. Je me pose la question, je sais que les Espagnols donnaient des résidences. Oui. Pour les gens qui allaient investir dans l'immobilier, mais Erdogan est allé au-delà, puisqu'il offre la nationalité. Ouais. Donc pour lui, c'est cette priorité. Alors, pour que les choses se passent bien, il faut de la stabilité. Il a bien compris cela. Un pays qui n'est pas stable, un pays qui n'apporte pas les éléments de sécurité, les capitaux ne viendront pas. Oui. Et bien entendu, la stabilité, elle vient... Permettez-moi de vous interrompre. Je vais revenir à vous, Lies Goumiri. Nous allons retrouver notre envoyé spécial à Istanbul, Herdin Batash, qui souhaite intervenir. Herdin. Vous m'entendez? Herdin Batash, on l'a vu, le volet économique a occupé une bonne partie de la campagne présidentielle des deux camps. Que peut-on en retenir? Eh bien qu'il y a un effet de loupe sur la situation économique ici en Turquie et particulièrement à Istanbul, capitale économique, symbole du capitalisme et du libéralisme à la turque, inspiré un peu par la vision économique que voulait le mentor et ancien Premier ministre de la Turquie, donc Necmettin Erbakan, lui qui voulait mettre la Turquie sur les rails de l'industrie et donc d'une industrie plutôt nationale, forte à travers ses entreprises, à travers ses PME. Recep Tayyip Erdogan qui a réalisé un peu la vision de son mentor en ouvrant l'économie turque aux investisseurs étrangers. Cela a été rappelé. Peut-être le seul problème qui n'a pas été beaucoup rappelé par les experts, c'est le mode de financement de cette économie turque capitaliste qui s'est beaucoup fait par des capitaux étrangers via des banques étrangères et l'investissement, donc le financement de l'investissement national par des capitaux étrangers provoque en temps de crise justement donc la migration, la fuite des capitaux à l'extérieur. Lorsque les dividendes sont rapatriés en temps de crise, les investissements baissent. Malgré ça, la Turquie demeure un important réceptacle d'IDE dans le bassin méditerranéen. La Turquie exporte bon nombre de ses entreprises dans les pays voisins et au-delà, dans des secteurs du BTP par exemple, de l'habillement, du textile ou même encore de la manufacture, sans parler de l'industrie agroalimentaire. Il y a aussi le volet du tourisme, donc voilà dont il faut dire deux mots, qui est quand même assez important. Je tiens à rappeler le chiffre qui a été donné récemment, c'est que la ville d'Istanbul a reçu par exemple depuis le début de l'année pas moins de 11 millions de touristes, des touristes qu'on croise tous les jours ici à Istanbul depuis que nous sommes ici et qu'on interroge sur la situation économique du pays, sur l'inflation, sur la dépréciation monétaire. Et bien ils nous répondent que la situation peut-être est relative et bien meilleure ici en Turquie que dans certains pays
européens. Donc voilà un peu la donne économique en Turquie. Peut-être elle est prise à bras-le-corps de l'extérieur de la Turquie, mais on a un autre regard ici à l'intérieur. Alors le regard de l'électeur turc, bien entendu, peut-être il peut être plus acéré parce que l'on veut peut-être une situation meilleure et que l'on s'est un peu habitué à ce nivellement par le haut qui s'est produit au niveau de l'économie turque depuis une vingtaine d'années maintenant. Depuis, donc voilà. Merci beaucoup, merci Khaireddine Battash. Lies Goumi, je vous ai interrompu. Je vais revenir à vous, comme promis, dans un petit moment. Mais le terrain oblige, hein, le direct l'oblige aussi. Nous allons retrouver une nouvelle fois Sofiane Baroudi. Sofiane, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends parfaitement, Abdelkader. Alors, la politique extérieure a occupé une bonne partie de la campagne des deux candidats. Sur quel point divergent les deux rivaux exactement ? Alors, la politique étrangère a eu la part belle de la campagne électorale, déjà tout simplement parce que la Turquie s'avère être une clé géostratégique de première importance. Et donc Ankara négocie, a des contacts avancés et traite des dossiers à un très haut niveau avec tous les grands acteurs géopolitiques. Et à ce propos, le candidat président Recep Tayyip Erdogan, lui, a une politique étrangère bien prononcée. Il a réussi justement à hisser le pays au niveau d'un acteur géopolitique, on va dire, de premier plan sur plusieurs espaces névralgiques, notamment l'espace caucasien, la Méditerranée orientale et aussi le Moyen-Orient. La politique étrangère du candidat Kemal Kılıçdaroğlu n'a pas été très claire, tout simplement parce que la coalition qu'il dirige est une coalition complètement hétéroclite et n'a pas vraiment d'unité programmatique. On va dire, le seul atout qu'il a proposé, c'est d'accélérer éventuellement les contacts avec l'Union européenne qui ont été partiellement rompus. Et cet atout-là a attiré une partie de l'électorat, comme ça a été cité, qui est traditionnellement laïque et on va dire europhile. Mais les grandes lignes ou alors la vraie stratégie de la table des 6 en matière de politique étrangère, d'ailleurs comme en matière économique, ne sont pas claires parce que la coalition dispose de programmes, que ce soit pour mener une action internationale ou alors pour avoir un vrai programme économique qui réponde aux attentes de la population turque qui, comme l'a dit mon collègue Khaireddine Battash, qui aspire à une amélioration de la situation, même si la crise économique ici n'est pas aussi profonde que ce qu'on décrit. L'enjeu que nous avons réussi à sonder aussi, c'est un peu des craintes par rapport à la question de la lutte antiterroriste. Ça a été un atout et un argumentaire très très fort de la course au second tour. Bon, il y a eu un montage vidéo qui a présenté le candidat Kemal Kılıçdaroğlu en compagnie de dirigeants qui ont été présentés des YPG dans le nord de l'Irak. Le candidat Kılıçdaroğlu a réfuté le montage en disant que c'était un montage faux et ça a créé une grande polémique. Mais la question de la lutte antiterroriste et du terrorisme dans la région, notamment dans la région moyen-orientale, a pris une importance primordiale. Et Ankara joue déjà les premiers rôles en cette matière dans la région. Et la coalition de la table des 6 n'a pas vraiment, si vous voulez, démontré une vraie action, alors de vraies propositions concernant ce thème-là particulièrement. Et c'est ce qui a entraîné une dérive qui a été qualifiée de dérive xénophobe et qui a assimilé les demandeurs d'asile syriens à des délinquants, à différentes formes de criminalité. Et ça a aussi créé beaucoup de dysfonctionnements, voire de clivage à l'intérieur de la coalition propre. Et donc la politique étrangère occupera une part belle dans le programme du futur président turc, déjà parce que la Turquie est un acteur de premier plan dans la résolution de plusieurs crises qui entourent la région. D'ailleurs, la principale crise, c'est la crise en mer Noire, avec le conflit ukrainien qui prend de grandes proportions. C'est un conflit de haute intensité dans la région et la Turquie, Ankara et le président Recep Tayyip Erdogan a été le seul interlocuteur à pouvoir, si vous voulez, déjà mettre les deux acteurs sur une table. Et par exemple, l'accord sur le blé s'avère être vraiment une grande consécration vu que personne n'arrive jusqu'au jour d'aujourd'hui à concilier les deux camps qui continuent dans un conflit de très haute intensité qui menace la région et aussi le continent européen.
Nous allons revenir tout à l'heure sur l'accord obtenu par la Turquie concernant l'exportation des céréales ukrainiennes. Sofiane Baroudi, je vous propose de respirer un petit peu. On va vous laisser vous reposer puisque la journée va être très longue, notamment avec la soirée électorale qui s'annonce et que nous allons suivre avec vous tout à l'heure dans nos prochains rendez-vous. Retour au plateau donc pour retrouver Ilyas Goumiri. Tout à l'heure, je vous ai posé la question par rapport à ce que devrait faire chaque candidat par rapport au redressement de l'économie turque. Oui, j'abordais la question cruciale économique en disant que Erdogan avait volontairement protégé et encadré les taux d'intérêt pour continuer sa politique d'investissement. Donc, son approche est orientée vers l'attrait de capitaux étrangers, des investissements directs étrangers, mais aussi, en particulier, la diaspora turque, et en Allemagne en particulier. Je sais qu'en Algérie, des cadres du ministère de l'Industrie étudient le modèle un peu turc pour essayer de faire à peu près un modèle parallèle avec la diaspora algérienne établie en France, en Belgique. Erdogan est-il arrivé à imposer ce modèle? Tout à fait. Donc, il a offert des opportunités extrêmement intéressantes aux investisseurs turcs non résidents. Et ça a apporté énormément, une très haute valeur ajoutée en matière de technologie, des techniques, parce que la plupart des investisseurs qui sont venus sont des gens installés déjà en Allemagne et qui ont des entreprises, des PMI, etc., qui tournent très bien. Et donc, ont eu cet apport technologique et ce qui explique en partie la très forte croissance de cette industrie manufacturière turque qui aujourd'hui est très compétitive. Compte tenu de... Alors, le deuxième aspect, on a abordé l'aspect terrorisme. Bon, moi je disais que les investissements, il fallait de la sécurité, de la continuité et de la stabilité. Donc le terrorisme, bien sûr... La stabilité est une condition sine qua non pour une bonne santé économique. Voilà, et la continuité. Donc le terrorisme est aux portes de la Turquie, un peu partout. Et il y avait les groupes Daesh qui étaient à la frontière. Oui. Il y a, maintenant on dit que les Kurdes ont une organisation terroriste, puisque les Européens et les Américains l'ont classé ainsi. Et enfin, bon, un peu moins, à un moment donné, il y avait donc du terrorisme islamique. Aujourd'hui, la Turquie fait face à un vrai problème. À mon avis, le plus gros problème qu'elle a, c'est de reconstituer l'unité et en particulier d'intégrer les Kurdes. Les Kurdes représentent presque un quart de la population. Ils sont aussi très regroupés en Anatolie et ils sont manipulés également, ça il ne faut pas le cacher, puisque un de leurs chefs était abrité un peu aux États-Unis et dans d'autres capitales européennes de l'Europe. Et ce qui est certain, c'est que Erdogan, donc, son objectif immédiat, c'est de rallier au moins la plus grande partie des Kurdes, qui sont des gens très entrepreneurs, hein. Ce sont des gens qui s'adaptent un peu partout. D'ailleurs, en Algérie, j'ai vu que la plupart des Turcs qui sont ici en Algérie implantés sont des Kurdes. Très bien. Et donc, ces gens-là, cette stabilité et cette union est nécessaire. Et je crois qu'il travaille là-dessus. Et son prochain quinquennat, je crois qu'il va aller dans ce sens parce que c'est lié à sa politique. Il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de gros mouvements de capitaux si on a encore des attentats terroristes et si on n'arrive pas à maîtriser la situation. Très bien. Nous repartons retrouver Gamal Abina. Alors, donc, on le voit bien, ce deuxième tour se joue sur le moindre petit détail. Qu'en est-il du soutien exprimé par Sinan Oğan en faveur d'Erdogan? Sinan Oğan, qui, rappelons-le, est arrivé troisième au premier tour avec 5,17% des suffrages. Cela peut-il renverser la tendance, Monsieur Abina? Déjà, la tendance décrite, indépendamment de lui, elle est déjà favorable à Erdogan, puisqu'il est arrivé premier, qu'il avait 4 points d'écart avec son adversaire, donc il n'avait pas trop de mal à espérer une victoire, sachant qu'il a déjà le Parlement qui lui est acquis. Ensuite, c'est vrai que son échec, c'est clairement à Istanbul. Il a déjà perdu
Ankara et Istanbul au niveau municipal, et il risque d'être un peu embêté par la capitale qui représente quand même 20 millions d'individus, c'est pas rien. Istanbul, c'est une mégapole monumentale qui s'étend sur un territoire immense. Mais ce qui est certain, c'est que ce report de voix qui était annoncé officiellement, il n'aura pas toutes les voix de ce troisième candidat, Sinan Oğan, parce que simplement, il y a dans son parti des gens qui ne sont pas forcément pour Erdogan. La question du nationalisme turc a été très, très souvent évoquée. Dans un cas, un nationalisme exacerbé de type presque fascisant, qui est dans le mouvement d'Erdogan, mais où il n'y a pas la dimension racialiste nécessairement. Et dans l'autre cas, clairement, des propos racistes qui prétendent qu'il y aurait 13 millions d'étrangers en Turquie qu'il faudrait reconduire à la frontière. Donc c'est vrai que le débat ne se fait même pas sur les questions économiques, puisque c'est déjà réglé. Le débat se fait sur les questions, clairement, et d'ailleurs depuis des mois, c'est ces questions qui sont revenues, les questions d'immigration et de ces fameux réfugiés de guerre, les 3 800 000 Syriens et autres Afghans, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés en Turquie. Donc ce qui va faire la bascule, ce qui va créer la bascule, c'est cela. Et c'est vrai qu'en Europe, on le voit d'un mauvais œil, ce Erdogan. C'est vraiment un troublion. Il est dans l'OTAN, mais il refuse l'élargissement de l'OTAN. On l'a vu récemment avec l'histoire de la Finlande. Il a un pied en Europe, 10% de la Turquie, 90% c'est l'Asie. Et c'est vrai que Sarkozy, s'est dit tout à l'heure, le détestait pour ces raisons-là, parce que Sarkozy a une maman qui est quand même, n'oublions pas, grecque de Thessalonique, donc on veut effectivement, sur un plan humain, à Erdogan et à la Turquie. On voit bien que ça se passe très mal avec M. Macron, que Erdogan a traité le fou pour les questions d'islamophobie. Ça a été évoqué, la question d'islam de la Turquie, qui est considérée comme un corps étranger à l'Europe. Et puis surtout, la montée en puissance des Turcs qu'on n'attendait pas. C'est ça le plus impressionnant. Il faut se rappeler quand même, je vais vous donner un exemple très concret, il y a un film dans les années 80 produit par les Américains de Parker qui s'appelle Midnight Express et qui montrait une Turquie quasiment d'hommes des cavernes, de sauvages, barbares, dégénérés. C'était un film de propagande parce que la Turquie n'a jamais été vraiment bien vue, même du temps des généraux et des militaires. Et puis rappelons-nous une chose importante, la Turquie d'Erdogan, malgré tout, c'est une vraie démocratie. Il n'y a pas eu de problème dans les élections, personne n'a contesté les résultats. C'est suivi par la presse du monde entier. C'est un taux de participation record en Europe, on n'a jamais vu ça. Et surtout, et c'est important de le rappeler, la Turquie a eu 4 coups d'État militaires, a failli en avoir un 5e en 2016, je l'ai rappelé, parce qu'avant 2016, c'était Erbakan qui avait été en 97 écarté par l'armée. Et bien pour une fois, la Turquie est devenue enfin un État civil. Il n'y a plus de coup d'État militaire, il n'y a plus de coup de force, et c'est ce qui fait la différence, et les Turcs le voient avec beaucoup d'attention. Erdogan passe aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, pour le père de la nation qui a remplacé de façon honorable Mustafa Kemal. Monsieur Abina, vous avez parlé à l'instant de l'engouement des pays occidentaux pour les enjeux de ce scrutin. Plusieurs pays occidentaux, notamment, soutiennent ouvertement Kılıçdaroğlu. Ces mêmes pays accusent Erdogan d'avoir instauré un régime totalitaire, voire une dictature. Mais organise-t-on des seconds tours dans les dictatures, Monsieur Abina ? Organisons des élections tout simplement dans la dictature. Erdogan a failli être assassiné par un homme qui, je le rappelle quand même, Abdullah, qui vit aux États-Unis. Déjà, le signe n'est pas anodin. Tout à l'heure, il a été évoqué le soutien des YPG, qui sont les Kurdes de Syrie. Il a été évoqué le PKK, c'est-à-dire comme organisation terroriste, mais tout de même, le Öcalan, qui était le principal leader du PKK, qui est actuellement en Turquie en prison, était soutenu par l'Occident, parce qu'on joue la carte kurde pour diviser. 25 millions quand même de Turcs sont d'origine kurde, de façon kurde ethniquement, entre guillemets. 25 millions, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, sont aussi alévites. Donc la carte de l'ethnie, de la religion, tous ces éléments-là sont des éléments que l'Occident utilise pour déstabiliser. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'effectivement, le candidat de l'Occident, clairement, c'est Kılıçdaroğlu, qui est vraiment le candidat de l'Europe, il a réaffirmé, de l'OTAN, pro-américain, et qui a annoncé qu'Erdogan avait trahi son pays parce que les Russes l'auraient manipulé. C'était une très grande erreur de sa part, parce que ça donne le sentiment que le dirigeant turc actuellement n'est qu'un pantin. Il a fait une erreur qui lui a coûté des points à l'élection, mais il n'en demeure pas moins que clairement les Occidentaux ils sont totalement favorables à l'opposition et totalement anti-Erdogan, parce qu'Erdogan est un électron libre qu'on a du mal à comprendre. Et moi, je vous le traduis immédiatement. Hein. La Turquie d'Erdogan, c'est une Turquie qui a un intérêt principal qui est la Turquie. C'est-à-dire que quand elle joue une partition, quand elle avait aidé le Haut-Karabakh pour libérer le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, elle le fait avec des gens qui sont de langue turque et qui sont très proches d'elle-même. Donc la Turquie joue cette tradition, joue son intérêt personnel, et elle le fait avec brio. Et le peuple turc l'a très bien entendu, comprend qu'Erdogan n'est pas un aventurier, c'est un homme qui a certes voulu intervenir dans les pays arabes, mais aujourd'hui est revenu dans le réalisme politique et surtout défend les intérêts de son pays, il le fait très bien. Monsieur Abina, nous allons nous intéresser au traitement qu'accordent les deux candidats aux principaux dossiers qui divisent, hein, notamment celui de l'immigration. Le rival d'Erdogan ne s'en cache pas, Kılıçdaroğlu veut moins de migrants sur le sol turc. Que risque-t-il de changer, Monsieur Abina ?
C'est un homme violent dans ses propos. D'abord, rappelons tout à l'heure, c'était évoqué, Erdogan a 69 ans, lui il en a 74. C'est-à-dire que quand Erdogan finira son mandat, s'il est réélu, il aura l'âge de cet homme maintenant. Déjà, ça donne des éléments de réflexion. C'est un homme ancien, avec une vieille tradition kémaliste et très laïcarde. Mais pas seulement. Il s'est allié avec des organisations, avec des mouvements politiques d'extrême droite. Parce qu'il faut les donner. Faut pas dire de droite dure, c'est trop facile. C'est de l'extrême droite. Et l'instant. Oui, clairement, quand on dit qu'il faut virer les étrangers, quand on dit que c'est eux les problèmes, quand on dit que la question de l'économie irait mieux sans étrangers, c'est des discours d'extrême droite. Donc la différence entre lui et Erdogan, c'est qu'Erdogan qui a reçu, et c'est tout à son honneur, même s'il a été aidé par l'Europe à hauteur de 6 milliards, il a reçu quand même presque 4 millions d'individus qui fuyaient une guerre. Hein. C'est ça qui s'est passé. Et Erdogan les a reçus relativement dignement quand l'autre ne veut pas l'entendre parler. Il considère que c'est des ennemis du pays. Donc c'est vrai qu'il y a deux approches différentes. Et sur les questions de politique internationale, par exemple, on sent bien quand l'opposant dit à Erdogan « vous êtes manipulé par la Russie », clairement, c'est une posture. Il dit clairement qu'il est anti-russe, ce qui est très dangereux. Alors qu'Erdogan, il se veut médian. Il ne veut pas dire qu'il est anti-ukrainien ou anti-russe. Il veut trouver une solution pour faire en sorte que la crise s'arrête. Mais c'est dans l'intérêt de la Turquie d'avoir des alliés dans les deux camps, j'ai envie de dire, en Europe, mais aussi en Eurasie, voire en Asie. Tout à fait. La Turquie était vraiment au croisement de 3 continents quasiment. La Turquie est au croisement civilisationnel, culturel. C'est quand même, elle était aux portes de Vienne à l'époque de la Sublime Porte. Donc la Turquie, c'est quoi aujourd'hui? C'est un pays qui retrouve 100 ans après l'humiliation des traités de Lausanne et du traité les deux traités qui ont confisqué ses voies navigables. Je parle du Bosphore. Aujourd'hui, elle a les récupéré. Donc elle récupère vraiment sa dignité jusqu'au bout. Et elle ne peut pas se froisser avec l'Occident parce qu'évidemment elle travaille aussi avec l'Occident, ça a marché. Elle ne peut pas se froisser avec la Russie parce que traditionnellement ils se sont fait plusieurs fois la guerre, ils ont tout intérêt à se mettre d'accord sur les questions du monde turcophone qui est tout sur le sud de la Russie, ne peut pas se froisser avec le Moyen-Orient, bien qu'elle l'ait fait. Maintenant, elle retrouve le chemin de la paix parce que les investisseurs orientaux, que ce soit les Irakiens qui ont beaucoup investi en Turquie, les Qataris aujourd'hui qui sont très présents en Turquie, on ne se rend pas compte, mais la compagnie Qatari a des avions tous les jours sur Istanbul, investissent massivement. La Turquie bénéficie à plein de sa région, mais du monde arabe, puisque finalement la Turquie c'est quoi? C'est les investissements massifs du monde arabe parce que le monde arabe a été attaqué. Donc aujourd'hui, avec le retour de la paix, on l'espère, en Syrie, en Irak, et le retour de bonnes relations entre la Turquie et l'Iran, et c'est difficile, deux grands empires quand même, il est probable effectivement que ça devienne une sorte d'Eldorado économique qu'on n'a jamais connu depuis quand même très très longtemps. Très bien. Monsieur Ilyas Goumiri, nous avons entendu l'analyse de Monsieur Habina par rapport au dossier de la migration qui divise les deux rivaux. On le voit en Turquie. Le pays accueille depuis les événements en Syrie beaucoup de travailleurs syriens. Cela porte-t-il préjudice à la Turquie ou au contraire stimule son économie selon vous? D'abord, il faut dire que la Turquie n'a pas provoqué cette vague d'immigration. Oui, mais il y a un conflit aux portes de la Turquie. Donc elle subit une immigration due à une guerre qu'elle n'a pas provoquée. Ceci dit, la Turquie a montré, Erdogan en particulier, un grand humanisme, puisqu'il a ouvert des camps et avec des moyens limités, jusqu'à ce que l'Europe, et qui les menace, d'ouvrir cette fois la conduite pour que cette immigration massive aille envahir l'Europe. Donc il a réussi à trouver une situation qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une population qui est là, elle ne pourra pas rester indéfiniment là où elle est. Lui, il pensait que c'était beaucoup plus transitoire, c'est-à-dire que la Syrie aurait retrouvé rapidement, je ne sais comment, un autre équilibre et que ces populations, tout ce qu'elles demandent, c'est retourner en Syrie, sans risquer leur vie, etc. Donc de ce côté, peut-être ces calculs n'étaient pas très très bons. Donc il se retrouve coincé avec cette situation. Alors, quand on a une situation pareille, on ne peut pas dire que c'est un avantage, bien au contraire. Et d'un autre côté, il joue un rôle très important parce qu'on ne peut pas résoudre le conflit syrien si on n'a pas la Turquie autour d'une table pour apporter sa contribution. Et comme disait votre invité, ça replace encore une fois la Turquie au cœur de tous les grands conflits autour de la Méditerranée, dans le Caucase, autour de la mer Noire. Alors j'espère que pour ce point précis, alors je ne commande pas les déclarations de l'opposant en disant qu'on va éliminer, on va jeter à la mer, etc. C'est des propos, même je crois qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact. Il y a peut-être un électorat d'extrême droite, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais il est limité.
Parce que même dans la religion, ce sont d'abord des musulmans également. Il est inconcevable. Autant, je ne l'appuie pas, je ne l'affirme pas, lorsqu'il s'agissait d'Arméniens, c'était une autre religion, des massacres ont été opérés, etc. On a pu faire passer ça, mais avec des musulmans, c'est différent. C'est différent, oui. Donc, la situation est critique, place la Turquie au cœur de tous les enjeux, tous les grands dossiers, la Turquie est toujours présente. Donc, ça va lui donner d'abord une importance sur le plan géostratégique, sur le plan politique, etc. De plus en plus, le comportement vis-à-vis du président turc change, parce que c'est un monsieur qui a aussi d'abord, il est très grand, il est imposant, il a aussi, je dirais, un personnage très, très particulier. Il n'a pas hésité devant le président israélien à quitter des plateaux, à dire crûment des vérités. Donc, de ce côté-là, je pense que les Turcs retrouvent, en quelque sorte, je ne dis pas d'une fierté, mais ils se disent, on est représenté. On a réellement un président qui cherche l'intérêt de la Turquie. Et cet alignement avec l'Europe ou les États-Unis, bon, dites-moi, quel est le pays qui a accepté d'être un sous-produit américain et qui aujourd'hui a réussi pleinement et qui est devenu un pays prospère? Moi, je n'en connais pas. Oui. Donc, il a compris très vite que l'Europe, il a besoin de l'Europe, parce qu'on peut faire du commerce avec l'Europe, etc. Mais il ne souhaite ni aller vers, je dirais, un glissement civilisationnel pour faire plaisir aux Européens, ni obéir et devenir une espèce d'un président qui obéirait à des injonctions venant soit de l'Union européenne, soit des Américains. Très bien. Permettez-moi de retrouver Daoud Pacha, que j'ai aperçu en train de sourire. Est-ce par rapport aux positions du président Erdogan par rapport au conflit syrien, par rapport à ses positions par rapport à la migration des Syriens? Non, c'était par rapport au pragmatisme d'Erdogan et le fait que c'est quelqu'un de très charismatique. Et votre invité l'a très bien souligné, c'est quelqu'un qui est très grand, c'est quelqu'un qui inspire beaucoup le respect. Alors, je vous donne un exemple. Juste hier, il a effectué la prière du vendredi à la grande mosquée de Çamlıca, donc la plus grande mosquée de Turquie qu'il a fait construire, qui est capable d'accueillir plus de 80 000 personnes. Il faut voir juste le fait de le voir rentrer, il faut voir la secousse que ça crée à l'intérieur. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Vous avez évoqué tout à l'heure son mentor Erbakan. L'un de vos confrères l'avait évoqué. C'est quelqu'un qui vient d'une tradition religieuse. C'est quelqu'un qui vient d'une tradition visionnaire. Parce que le courant de pensée de M. Erdogan, à la base, s'appelle Milli Görüş. Milli Görüş, ça veut dire la vision nationale. Donc c'est quelqu'un. Et c'est ce que son rival n'a pas, M. Daoud. C'est ce que son rival n'a pas. Son rival n'a pas du tout ça. C'est-à-dire que le président Erdogan, si vous voulez, déjà son projet à lui, c'est Türkiye Yüzyılı, ça veut dire le siècle de la Turquie. Il l'a répété, tout l'aboutissement de 40 ans de politique qu'il mène, c'est-à-dire parce que M. Erdogan fait de la politique depuis les années 70-80. Là, on commence à voir l'aboutissement et donc c'est le projet du siècle de la Turquie. Donc, c'est un projet, il a un projet à terme pour 2053, il y a un projet officiel qui s'appelle Türkiye 2053, il y a un projet qui s'appelle Türkiye 2071, il y a vraiment une vision. Donc la vision pour 2023, c'était d'ancrer la Turquie parmi les 10 premières puissances mondiales. Alors, c'est clair que d'un point de vue du PIB nominal, on n'y est pas encore, mais avec tout ce qui a été cité jusqu'à présent, le fait qu'aujourd'hui, elle est incontournable, et puis si on prend en considération le PIB en termes de parité de pouvoir d'achat, où on est dixième finalement, on peut dire que c'est un objectif qui a été atteint. Ensuite, il y a l'objectif 2053, c'est de faire de la Turquie un des 5 premiers pays mondiaux. Et pour cela, il a besoin de s'ouvrir sur le monde. C'est pour ça 2 projets différents finalement. Le projet d'Erdogan de s'ouvrir pour grandir et aider à faire grandir nos partenaires. Et de l'autre, le projet de Kılıçdaroğlu, c'est-à-dire un projet de... Oui, il me semble que nous avons perdu la liaison avec Daoud Pacha.
Retrouvons à présent Gamal Abina. Gamal Abina, nous avons évoqué tout à l'heure avec vous le conflit en Ukraine. Nous allons l'évoquer, mais sur un autre aspect. La Turquie occupe une place importante par rapport au règlement de ce conflit. Le pays a tenté de jouer en vain les médiateurs, mais a pu quand même arracher certaines victoires, comme l'accord sur les céréales ukrainiennes. Quel avenir pour cet accord dans les deux cas de figure? L'accord va tenir parce qu'il y a aucune des parties qui a intérêt à ce que ces céréales, ou même, je ne parle même pas seulement des céréales, mais aussi des engrais que la Russie fournit à l'Afrique, ne soient interrompus. Personne n'a intérêt à cela parce que ça donnerait le sentiment qu'un des deux belligérants a l'intention d'affamer des populations qui n'ont absolument aucune part dans le conflit. Donc l'accord va tenir. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose importante. La première négociation provoquée par Erdogan avait abouti au départ. Zelensky était prêt à négocier, prêt à revoir sa position sur la question du Donbass. Et c'est les Anglais qui ont dépêché leur Premier ministre de l'époque, Gordon Brown, qui est arrivé et qui a dit non, il est hors de question que vous acceptiez les termes de l'accord, sinon nous ne vous aidons plus. Donc il a fait un chantage. Zelensky est tombé dans le piège, a donc refusé la négociation au terme de cette première rencontre et ça a donc capoté. Mais il n'en demeure pas moins qu'Erdogan a de bonnes relations avec les deux pays. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent d'accord sur des conflits régionaux entre la Russie et la Turquie. Je parle du Haut-Karabakh, on parle de l'Azerbaïdjan, on parle évidemment de l'Arménie, où un coup c'est les Turcs qui l'emportent, un coup c'est les Russes par proxy. Et de l'autre côté, sur la question de l'Ukraine, les Russes ont quand même fourni, enfin les Turcs ont fourni 80 drones haute technologie Baytar à l'Ukraine, qui ont permis d'ailleurs au départ de la guerre d'endiguer les assauts des Russes. Ces drones ont été pour la plupart détruits aujourd'hui, mais c'est vrai que les Russes et les Turcs comprennent parfaitement l'intérêt de rester en bon terme. Et ils le font très bien. Ces deux présidents se comprennent, se respectent, s'entendent et comprennent qu'il ne faut pas dépasser certaines limites. En revanche, la question ukrainienne trouvera peut-être une solution, peut-être chinoise, peut-être turque, peut-être d'autres pays qui vont s'agréger, mais elle ne viendra pas d'Europe, puisque l'Europe alimente la guerre, et les Turcs l'ont très bien compris. Les Turcs étant dans l'OTAN, la pointe de l'OTAN, c'est quand même la pointe orientale de l'OTAN, c'est pas rien, ils sont essentiels pour l'armée. C'est vrai que c'était dit tout à l'heure, ils ne peuvent pas se passer de la Turquie, et en même temps, les Turcs veulent jouer leur propre partition. Ils ne veulent pas être téléguidés par les États-Unis, on l'a vu plusieurs fois, quand par exemple en 2003, l'Amérique a attaqué l'Irak sans mandat de l'ONU, sans aucune raison, la Turquie s'oppose à ce qu'on utilise les bases du sud de la Turquie pour aller bombarder l'Irak. Donc tout ça, ça singularise la position d'Erdogan qui fait de lui un personnage haut en couleur et respecté par beaucoup de chefs d'État ou détesté. Ça dépend de quelle position on se place. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte, après le tremblement de terre par exemple, que même les Grecs ont proposé de venir se rapprocher de la Turquie pour les aider. On l'a vu avec les Arméniens qui ont proposé de rouvrir la frontière. Donc tous ces éléments font que la Turquie est centrale et indiscutablement l'a toujours été, même du temps de l'Empire ottoman, et qu'aujourd'hui elle brille à nouveau, non seulement de sa puissance économique retrouvée, d'une puissance militaire qui n'est pas des moindres, quand même une grande puissance, une puissance industrielle qui est en phase d'ascension assez conséquente, et surtout d'une puissance diplomatique qui a vraiment fait ses preuves au début du conflit ukrainien. Très bien, très bien. Et retour à vous, Lies Gomeri. Nous venons d'entendre Gamal Abina sur l'accord obtenu par la Turquie concernant l'accord sur les exportations des céréales ukrainiennes. Une victoire économique, mais aussi diplomatique et stratégique, voire pour ce pays qu'Erdogan va tenter de faire jouer en sa faveur. Tout à fait. Erdogan a déjà gagné plusieurs batailles. D'abord, il a créé un hub aérien. On en a parlé de tout à l'heure de la Turkish Airlines, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays d'Afrique qui ne peut pas être connecté à travers Istanbul, le Moyen-Orient et pratiquement tout le Caucase. Donc, il a pris, au moment où toutes les compagnies commençaient à disparaître ou à fusionner, la Turkish Airlines a atteint un niveau de hub où elle est classée parmi je crois que c'est la première compagnie dans le monde. Alors, ce qui a permis aussi aux Turcs de pouvoir aller un peu partout dans le monde. Donc ça aussi, c'est nouveau. Trouver des Turcs en Afrique subsaharienne, c'est nouveau. Autrefois, on trouvait peut-être des Libanais. Bon, bien sûr, il y avait les anciennes colonies, plutôt les anciens colonisateurs qui étaient présents. Mais aujourd'hui, donc, la porte est ouverte pour les Turcs pour aller à la conquête de marchés qui étaient jusqu'alors fermés à la Turquie. Sur le plan du gaz, en fait, il a des atouts. Il a le Bosphore, oui. Je crois et il sait très très bien l'utiliser. L'Égypte a le Nil et la Turquie a le Bosphore.
il y a la mer Noire également, où il y a plusieurs pays à l'intérieur. Donc, il est à la fois décisif et en même temps, il est coopératif. C'est-à-dire, il ne ferme la porte à personne. Il est attentif et je pense que la Turquie pourrait être un hub céréalier, recueillir toutes les céréales venant de cette zone très riche d'Ukraine pour le distribuer à travers sa flotte dans tous les pays, en particulier l'Afrique et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord aussi. Ça pourrait être aussi un pôle gazier et pétrolier. Bon, aujourd'hui, ça se fait, je dirais, en catimini, parce qu'il y a des sanctions et ne pas rentrer en conflit ouvert avec les Américains ou l'Europe, ça le gênerait. Mais en fait, sa politique est, encore une fois, je reviens, est pragmatique. Il voit l'intérêt de la Turquie. Très bien. Et il essaye d'optimiser tous ces facteurs au profit de son pays. Nous allons nous intéresser à la politique, cette fois de Kilicdaroglu, et pour partir retrouver Daoud Pacha. Donc la Turquie est une frontière, on le sait, naturelle entre l'Europe et l'Asie, ce qui lui confère un emplacement stratégique. Le pays multiplie ses partenaires de part et d'autre. Cela risque-t-il de changer avec une nouvelle figure à la tête du pays ? En l'occurrence, la victoire de Kilicdaroglu. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que si Kilicdaroglu venait à être élu, déjà, il y aurait vraiment une incompréhension d'un point de vue interne, parce qu'on a plusieurs courants de pensée. Votre collègue l'a rappelé à juste titre. C'est une coalition hétérogène qu'il dirige, mais vraisemblablement, on se dirigerait vers une Turquie qui est assujettis donc aux États-Unis et à l'Union européenne, une Turquie qui se mettrait à dos la Russie. Déjà, durant cette campagne, on a clairement vu Kilicdaroglu s'en prendre à la Russie, accuser la Russie de faire de l'ingérence en Turquie, de la même manière qu'on a les Français et les Allemands qui reprochent aux Russes de faire de l'ingérence chez eux. On a les mêmes accusations qu'on retrouve en Europe, avec finalement les mêmes mécanismes. Donc ça, ce sont des indicateurs très clairs. Ça a été caché à personne. La grande commission donc, du CHP, quand elle s'est réunie, quand on lui a posé la question « Qu'est-ce que vous allez vous faire ? Comment allez-vous faire si vous prenez le pouvoir ?» Elle l'a clairement dit. Elle a dit que nous, on va rappeler à la Russie que la Russie, c'est la Russie, mais que nous, c'est l'OTAN. Donc on va mettre fin, si Kilicdaroglu venait à aller au pouvoir, la Turquie va mettre fin donc, à sa politique multipolaire, c'est-à-dire de parler à tout le monde et à la fois de montrer qu'on peut être avec tout le monde, que l'objectif, c'est pas de se cliver, mais c'est de travailler pour le meilleur en fin de compte. On va avoir une Turquie qui va se refermer parce qu'ils sont gentils, ils veulent plus d'étrangers. Mais dans les étrangers, il y a les touristes aussi. Les touristes, ils viennent avec des visas étrangers. Et donc, on a une Turquie qui va se refermer. On a une Turquie qui va fermer sa politique de main tendue avec le monde arabe. On va avoir une Turquie vraiment qui sera centrée sur elle-même et qui ne va pas finalement pouvoir exploiter sa position stratégique et sa position de hub. On parlait tout à l'heure du hub aérien, mais on peut aussi parler du hub gazier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a Turkstream, donc le gaz russe qui transite par la Turquie via la Thrace pour être distribué en Europe. On a aussi le gaz et les hydrocarbures de la Caspienne qui viennent d'Azerbaïdjan et qui, encore une fois, passe par la Géorgie puis par la Turquie et avant d'être distribué en Europe. On a le projet aussi de gazoduc entre les pays du Proche-Orient, c'est-à-dire tout le pétrole de la Méditerranée orientale. Il y avait deux projets qui se dessinaient. Un projet ça devait passer par la Grèce, un autre ça devait passer par Chypre Nord qui est sous contrôle turc. C'est ce projet-là qui a été validé avec la signature des autorités palestiniennes, on le rappelle aussi. On a le projet de la route de développement, donc c'est un grand chantier qui a commencé il y a quelques mois, dont l'objectif est de relier le Golfe Persique à la Turquie en passant par tout l'Irak. Donc l'objectif de développer l'Irak et de désengorger l'Irak, de permettre à l'Irak de se développer sans avoir à passer par le Golfe Persique.
Donc il y a vraiment une stratégie qui a été mise en place pour les hydrocarbures. Et le fait qu'on ait quelqu'un comme Khalid Jalloulou au pouvoir, ça s'arrêterait tout de suite. On va le voir comment mon collègue, votre précédent intervenant, a parlé du hub céréalier. Ça, la Turquie l'a bien compris depuis longtemps. Elle a un projet depuis plusieurs années qui est celui du canal Istanbul. Le canal Istanbul, c'est-à-dire de créer un canal au large du Bosphore de 45 km de long pour faciliter les échanges. C'est clairement pour les céréales que ça a été créé, ce projet. Eh ben, on a l'opposition, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui a rappelé que quand on va prendre le pouvoir, on va fermer ce projet. C'est soit, ils ont un slogan d'ailleurs, c'est « il y a canal, il y a Istanbul ». C'est soit on fait un canal, soit on se concentre sur Istanbul. C'est-à-dire on a des gens qui sont déconnectés en fait de la situation de hub de la Turquie. Donc Daoud Pacha, vous avez cité quelques changements potentiels qui risqueraient d'arriver en cas de victoire de Kemal Kılıçdaroğlu. Nous allons tenter de savoir ce qu'en pense Gamal Abina. Si Kılıçdaroğlu venait à être élu ce soir président de la Turquie, quels seraient les principaux changements que la Turquie subirait directement ? Le problème de ce parti, de ce mouvement, c'est pas un parti, c'est une coalition de partis, je crois 6 partis. Ils ne tirent pas tous dans la même direction. Ils vont à dire, certains ils sont en général pro-européens, plus ou moins anti-russes. On a vu les positions qui ont été prises, qui ont été extrêmement dommageables par rapport à la relation avec la Russie si jamais ils devaient arriver aux commandes. Ils s'inscrivent clairement dans la volonté de se remettre en bon terme avec l'Europe et dans l'espoir vain, à mon sens, d'un accord de l'Union européenne, de les faire entrer dans l'Union européenne. Et ils ont une position très otanesque, très pro-américaine, très pro-occidentale. Donc je pense qu'ils feront comme Erdogan, ils vont un petit peu se recentrer sur la Turquie, ils feront un petit peu du Turkish first, et en même temps, il y aura cet alignement occidental qui va beaucoup chambouler la donne de la région s'il arrive aux commandes. Cet homme est allié aussi à des partis extrême droite, je l'ai dit tout à l'heure, et quand on parle beaucoup de l'extrême droite, d'ultranationalisme, on en voit beaucoup en Europe, il est probable effectivement qu'il y ait une coalition aussi de ce point de vue-là idéologique entre les courants d'extrême droite européens et le sien. Mais clairement, c'est un personnage qui n'est pas brillant, c'est pas un homme charismatique, c'est pas un personnage qui a dessiné une vision pour la Turquie, bien qu'il soit économiste, c'est quelqu'un qui est très compétent en économie, il semblerait qu'il n'y ait pas de vision particulièrement innovante sur les questions turques. La seule chose sur laquelle il veut s'arrimer, c'est sur l'Europe. Il dit, je serai européen, je vais reprendre les négociations, je vais m'arrimer à l'Europe, faisant semblant d'oublier que pendant pratiquement 50 ans ou plus, 60 ans, l'Europe a tourné le dos volontairement à la Turquie pour des raisons X ou Y, de démocratie, de standards économiques, de respect du droit de l'homme, enfin tout un tas de choses invoquées qui ne tiennent pas vraiment la route. Sur le papier, je veux dire, il y a beaucoup de pays qui sont rentrés en Europe qui répondaient pas à ces critères. Et donc lui, il veut s'accrocher, s'arrimer à l'Europe sans donner de solution géopolitique. Il n'en parle pas trop, il ne prend pas ce risque-là. Et les deux solutions, c'est l'accord d'association avec l'Europe pour devenir européen et l'autre, en finir avec l'immigration. C'est deux questions qui sont pas forcément centrales en Turquie, parce que la Turquie commence à s'orienter vers l'Est, comme je disais tout à l'heure, parce que la Turquie est en bon terme avec la Russie, et la Russie veut construire une centrale nucléaire avec la Turquie, veut faire un hub gazier avec la Turquie. Ça a été signé entre les deux présidents russes et turcs actuels. Ces questions-là peuvent être non pas remises en question, mais peut-être beaucoup moins centrales pour ce nouveau pouvoir s'il devait arriver aux commandes. Très bien, retour à Lies Goumiri. Dans cette équation, il y a aussi l'Algérie, partenaire historique de la Turquie. Les relations entre les deux pays, du moins sur le plan économique et politique, sont au beau fixe, on peut le dire. Elles sont stimulées par les dirigeants des deux pays. De quel œil les opérateurs algériens voient-ils ce scrutin ? Juste avant, si vous permettez, vous avez posé la question au cas où en cas de victoire de la victoire. Oui. Moi, je serais consterné pour plusieurs raisons. C'est que je vois vraiment, je vois en noir la suite des événements, au sens où on a dit que c'était une coalition hétéroclite. Donc forcément, cette coalition va éclater. Dès qu'elle aura à prendre des décisions, il n'y aura aucune décision. Mais plus que ça, elle n'a pas la majorité au Parlement. Donc ça va être en fait un gouvernement qui ne pourra pas gérer. Et si en plus il s'aligne sur les États-Unis et l'Union européenne en espérant avoir une possibilité de rejoindre l'Union européenne, c'est que soit il est sot, soit qu'il ne connaît absolument pas du tout, il ne mesure pas
la situation qui prévaut actuellement. Oui. Alors, je vais loin, hein, je vais jusqu'à dire que ça serait provoqué, on pourrait aller vers une guerre civile, parce que tous les ingrédients sont présents. Je vous ai parlé de religion, j'ai parlé de minorité, on a parlé d'instabilité avec des groupes terroristes, etc. Oui. Et autour de ce pays, on voit ce qu'il y a. Il n'y a que des guerres, des conflits, pratiquement dans toutes les frontières. Disons très instable. Absolument. Oui. Et donc, j'espère en tout cas, parce que je souhaite que la Turquie puisse arriver à ce qu'on vient de décrire, un grand pays qui puisse de nouveau, dans le monde des pays émergents, inscrire une démarche qui pourrait être suivie par d'autres. Et puisque vous parlez de l'Algérie, je vous ai dit déjà, cette idée d'intégration de la diaspora que la Turquie a parfaitement réalisée pourrait nous inspirer dans un premier temps. Et on constate depuis à peu près... L'Algérie se dirige justement vers une politique semblable. Oui, mais on a pris un retard considérable. La Turquie a commencé il y a 30 ans ou 25 ans ou plus. Et chez nous, bon, ça prend beaucoup de temps. C'est dommage parce que la diaspora algérienne est aussi très forte, très puissante. Et elle n'est pas uniquement en Europe. Elle existe aussi aux États-Unis, en Angleterre, etc. On le voit, elle répond présente aussi quand il s'agit oui, mais elle n'arrive pas véritablement à trouver, je dirais, les leviers, les passerelles, etc. pour réellement venir s'implanter durablement et rapidement en Algérie. Donc, il y a déjà le modèle en lui-même. Et il y a aussi le constat. Le constat, c'est que bon, les entreprises turques implantées en Algérie, je n'ai pas le nombre, mais elles sont nombreuses, dans les manufactures, d'abord, ils ont un savoir-faire et ils ont des produits de qualité. Ça, il faut leur reconnaître. Ils sont compétitifs, ils peuvent exporter dans n'importe quel pays. Les produits turcs, je parlais avec une entreprise allemande de renom, hein, et qui me disait, on a tout délocalisé en Turquie. Et il m'a dit, ils font aussi bien, sinon mieux que nous. Et en même temps, ça coûte beaucoup moins cher de fabriquer en Turquie. Et donc, vous achetez avec des grandes marques allemandes, mais en fait, c'est fabriqué en Turquie. Donc, moi, j'appelle ça le processing. Quand j'étais au ministère, j'avais proposé au ministère de l'Industrie de se lancer vraiment dans ce domaine du processing. Produire pour des grandes entreprises, parce qu'on apprend à produire qualité, on apprend en fait tout ce qui manque pour un pays pour s'industrialiser. Il ne s'agit pas de former uniquement des ingénieurs pour dire on va s'industrialiser. Alors, pour les investissements, je vois les succès. Dans la sidérurgie, l'Algérie est maintenant un exportateur. Nous étions un très grand importateur d'acier. Maintenant, nous exportons. Et les Turcs ont démontré qu'on pouvait à la fois faire des usines rentables, faire des produits de qualité internationale et de les exporter. Chose qu'on n'a pas su faire depuis des décennies. Dans les domaines de la construction, ils ont eu énormément de chantiers, dans les travaux publics, des barrages, des routes, etc. Ils ont montré aussi leurs compétences, leur qualité. Et ils ont un facteur d'assimilation qui est très fort. Peut-être c'est le fait que ce sont aussi des musulmans. Donc ils sont en parfait accord avec l'environnement. Ils s'intègrent plus facilement peut-être que d'autres partenaires. Oui, et en même temps, ils intègrent la main-d'œuvre locale. Contrairement à d'autres pays où ils travaillent avec des travailleurs venant... On peut parler d'une valeur ajoutée à l'économie algérienne ? Certainement, non seulement une valeur ajoutée, mais du point de vue qualitatif, on apprend avec tous les opérateurs algériens qui ont fait des sociétés mixtes, un partenariat avec les Turcs, ont fait un saut qualitatif important. Parce que la Turquie a intégré, j'ai dit, si elle arrive à exporter, à être compétitive dans le monde et en Europe, c'est qu'elle a atteint ce niveau d'excellence. Oui. Et c'est ça qui nous manque. Et ce partenariat avec la Turquie, si on le développe, si nos opérateurs suivent un peu ce modèle, je pense qu'il va être extrêmement fructueux pour les deux parties. Merci beaucoup Lies Goumiri, c'était la dernière question. Vous étiez donc dessiné. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je remercie également nos autres invités, en l'occurrence Davut Pacha, qui est historien et consultant spécialiste de la Turquie. Gamal Abina était également avec nous. Il est analyste spécialiste des questions internationales. Lies Goumiri, je rappelle que vous êtes expert donc en finance et investissement.
Je remercie également nos envoyés spéciaux qui étaient en direct avec nous depuis Istanbul. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News.